Allez, salut à tous. On se retrouve comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent pas le principe, ponctuellement, je vais discuter avec des athlètes de l'univers Aerox et je vais essayer de faire découvrir au public des profils assez atypiques. Donc, Max, j'ai découvert. Alors, je l'avais déjà découvert en republiant les résultats d'Aerox. Parce qu'il avait fait Depuis le temps que je tenais un groupe où je publiais les résultats, et ça m'avait interpellé parce qu'il avait fait des très belles perfs. Et récemment, en faisant du vélo, je retombe sur une de ses vidéos YouTube et j'ai vraiment apprécié le format. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est bien fait, et ce serait intéressant qu'on discute un peu. Et Max, est-ce que du coup tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Bonjour à tout le monde, moi c'est Maxime, j'ai 33 ans. C'est vrai que j'ai découvert l'univers Irox il y a bientôt 2 ans, avril 2024. Et c'est vrai que je me suis rapidement pris au jeu, j'ai vraiment apprécié l'ambiance sur les événements, dans l'entraînement aussi, c'est des choses que je faisais plus trop. Moi je suis coach sportif aussi dans la vie depuis une dizaine d'années. Donc je travaillais en salle de sport, mais en parallèle où j'ai commencé à travailler en salle de sport, à coacher, j'ai découvert la course à pied par la course sur route, puis rapidement le trail, l'ultra trail. Donc on va dire que j'étais un petit peu sorti de l'univers salle de sport et j'étais plus focalisé sur le fait de courir dehors, de faire des compétitions en extérieur. Donc j'avais vraiment mis de côté, on va dire, le training en salle où je faisais que coacher, mais je pratiquais pas tant que ça toutes ces activités. Et c'est vrai que je suis arrivé en plus, l'Aerox c'est vraiment tombé à une période où j'ai eu quelques petits aléas de la vie en trail, où j'ai eu des courses qui ont été annulées à cause de la météo. À Lille, c'est vrai qu'il y a une grosse lassitude avec la météo l'hiver, c'est pas l'idéal pour s'entraîner. Et moi, j'adore les courses avec beaucoup de dénivelé quand ça monte, ça descend. Et puis à Lille, tu doutes bien que je suis pas trop servi pour ça. Donc c'est arrivé à une période où je sentais un besoin de renouveau et donc je me suis vite pris au jeu, quoi. Donc toi, dans les rocks, on retrouve plusieurs profils, et toi, t'es vraiment le profil qui vient de la course à pied. Et de ce que tu nous as dit, t'as fait de l'ultra. Est-ce que tu peux nous parler de trois ultra trails que t'as fait et des quelques courses remarquables que t'as pu faire Ouais, qui le, t'ont la souvenir? plus longue distance que j'ai fait, c'est une course que tu connais. Il me semble que tu as été aussi sur l'UT4M à Grenoble. Tout à fait, Donc tout à fait. c'est le seul ultra trail en fait de 170 km que j'ai terminé. Je me suis lancé derrière sur deux autres courses que j'ai abandonnées pour diverses raisons, mais du coup c'est l'ultra trail de 170 km que j'ai terminé. J'avais mis 35 heures et j'ai fini dans les 10 ou 11e, quelque chose comme ça. Donc ça a été vraiment une belle découverte. J'ai mis quasiment 8 ans avant de me lancer sur un format 100 miles, 160 km. Et avant ça, j'ai plutôt tourné autour des formats 100 km. J'ai fait les Templiers à Millau sur le format 100 km. J'ai fait mon premier ultra à Barcelone, un 100 km qui n'existe plus maintenant, mais c'est ce qui m'a lancé dans des formats de 100 km. J'ai fait la CCC aussi, le format 100 km de l'UTMB. Et puis d'autres trails aussi autour de 30-50 km. Mais le trail, c'est vraiment les longues distances que j'ai vraiment aimé, le fait d'être longtemps dehors, de passer par des moments très durs, de devoir trouver des moyens pour pallier aux imprévus et continuer à avancer même quand ça va pas, passer toute une nuit dehors. Enfin, c'est vraiment, on va dire, des choses qui m'ont vraiment attiré. Et puis, c'est plus tu rallonges les distances, on va dire, et plus le facteur entraînement mental il rentre en jeu. Si on prend un Aerox ou un effort plus court de 5 ou 10 km, avant le départ, tu sais qui va gagner quasiment parce que c'est dépendant de ta VMA, ta VO2 max et c'est les meilleurs qui gagnent, on va dire. Alors que sur les formats ultra trail, plus tu rallonges et plus c'est ceux qui sont forts mentalement, qui se sont entraînés, qui veulent y arriver, qui vont vraiment au bout. Tu vois, c'est cette notion-là aussi qui m'a pas mal plu, quoi. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que j'avais vu dernièrement une publication d'un de mes amis qui est coach aussi, Emmanuel Casado, qui avait repris une image que les gens avaient fait et qui disait que l'Ironman c'était supérieur à un ultra trail et lui il disait qu'il n'était pas d'accord parce que dans un ultra trail
t'as les éléments extérieurs, t'as la météo, t'as la montagne qui est assez dure. Et c'est vrai que t'as parlé de l'UT4M. Moi, j'ai fait le format 42 km à Beldon. Et effectivement, c'est vraiment éprouvant physiquement et mentalement. Et tu peux être le plus en forme du jour, mais si t'es pas solide dans ta tête et si ta nutrition elle est pas au point, ça peut vite devenir un calvaire. J'ai, alors sur cette épreuve, j'avais fait huitième et j'avais fait podium dans ma catégorie, mais c'était 46 km et à 40 km quoi, je voulais abandonner parce que Ouais, puis t'avais fait c'est le tellement format dur donc Beldon. ouais ouais Ouais, bah, non franchement ça m'a fait en plus, là, tu peux vraiment parler de trail, hein, les cailloux, les rochers, enfin là, c'est vraiment des sentiers hostiles, donc je comprends ce que tu as vécu aussi, hein. exactement, t'as aucun répit dans que ce soit en montée ou en descente. C'est pour ça que moi je respecte vraiment les mecs comme toi qui ont fait des ultras parce que je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est tellement dur que franchement respect. Ouais, bah, je partage ce que tu dis vis-à-vis de l'Ironman. C'est vrai que j'ai jamais fait d'Ironman. J'ai jamais fait de triathlon non plus. Après, j'ai fait une longue distance à vélo. J'ai fait un 500 km à vélo. Donc, ça m'a pris 25 heures sur la selle. Donc, je connais l'effort à vélo. Et moi, ce que j'avais remarqué, si on compare avec l'Ironman et le fait que tu aies du vélo avec la course à pied, bah, quand tu es sur ton vélo, bah, tu as des phases de repos. Quand ça descend, bah, tu n'as plus besoin de pédaler et tu récupères dans la descente. Alors qu'en ultra trail, non, dans la descente, limite, tu vas plus travailler que dans la montée, parce qu'au niveau des quadrilles, des articulations, c'est vraiment très inconfortable. Donc, dans le trail et l'ultra trail, tu as zéro temps de repos. Tu peux pas euh, laisser les roues tourner et puis laisser faire, quoi. Donc il y a ça, et puis quand tu regardes les formats d'Ironman, bah les meilleurs, ça se gagne en, je sais pas, je suis pas expert en Ironman, mais autour de 8 heures, peut-être quelque chose comme ça pour les meilleurs en Ironman. Et quand tu regardes en Ultra Trail, tu es plutôt autour de 20 heures. Et puis le milieu du peloton sur un Ironman, il va passer 15 heures dehors. Alors que sur un Ultra Trail, tu en as qui en passent 30, 40, 50 heures dehors. Donc il y a la gestion de la nuit. Tu vois, si on prend les élites en Ironman, bah, ils voient pas la nuit. Ils font que ça 2 jours. Et moi, c'est aussi un peu le parallèle que je fais. Je pense qu'un ultra trail, ça se compte pas forcément en distance. C'est le temps que tu passes dehors et la nuit. Tu vois, je prends souvent cet exemple-là. C'est que j'ai fait un 80 km au mois de juillet et je suis parti, il faisait jour et je suis arrivé, il faisait encore jour. Et pour moi, même si c'était un 80 km, bah, c'est pas de l'ultra trail parce que t'as pas vu le soleil se coucher, t'as pas eu au milieu de la nuit une envie d'arrêter et puis te dire mais qu'est-ce que je fais là parce que en fait ton corps à ce moment-là de la journée il est habitué à être en mode off et toi tu lui demandes de manger, de te déplacer, de t'orienter, enfin tu lui demandes plein de choses auxquelles il n'est pas habitué et comme tu le dis il faut l'avoir vécu pour vraiment prendre conscience que la nuit, bah, c'est quand on voit des ultra trails, c'est que t'en as pour qui ils n'arrivent pas à passer ce cap-là. Ils sont très forts sur des formats 100 km, mais dès qu'il y a la nuit, dès qu'il y a le froid, les conditions météo, bah, ils s'écroulent parce que ça sort de leur zone de confort et ils sont pas adaptés à ça. Donc ouais, je pense que autant tu peux avoir la performance qu'ils font en Ironman est exceptionnelle. Enfin, courir des marathons en 2h30 après avoir fait 180 km de vélo, enfin, c'est un effort en termes de performance qui est extraordinaire. Mais cette notion d'ultra, d'inconfort et d'incertitude, bah, tu l'as beaucoup moins sur un Ironman que sur un ultra trail, quoi. C'est vrai. Et moi j'avais tendance à dire quand j'étais à l'armée, c'est qu'il y a une notion de tu peux être sportif sans être aguerri. Et on va dire que pour passer du temps dehors, il faut avoir une certaine notion d'aguerrissement. Et en tout cas c'est très intéressant et ça va me faire rebondir sur un truc, c'est toi quand t'as commencé l'Aerox, vu que tu avais déjà cette habitude de fournir un effort très longtemps, est-ce que ça t'a paru court ou tu t'es retrouvé dans ce que tu faisais déjà?
De manière générale, hein, quand tu fais un Aerox, tu vois pas le temps passer. C'est aussi le parallèle que je trouve aussi entre l'Aerox et le trail, contrairement à la course sur route, c'est que tu es obligé d'être dans l'instant présent, d'anticiper, et tu peux pas entre guillemets fermer les yeux et t'endormir un petit peu. En trail, si tu fais ça, bah tu loupes un chemin, tu loupes une bifurcation, t'as des racines, des cailloux, tu trébuches, tu tombes. Enfin, t'as entre guillemets des risques à ça. En Aerox, c'est un peu ça aussi. Si tu fais pas attention à t'as couru combien de tours, si tu dois rentrer dans le in ou dans la out au bout de deux, trois fois, dans quelle station je vais, penser à mettre de la magnésie. Le fait d'avoir toutes ces stations-là fait que le temps passe très vite et t'as pas le temps de voir au-delà de que l'effort est court. Avec toutes ces interrogations-là, t'as pas le temps de voir passer. Alors que sur un 10 km ou un marathon, bah, en fait, c'est long, quoi. Tu regardes ta montre, tu regardes tes allures, c'est toujours la même chose. Donc l'effort d'une heure, après, c'est l'intensité de l'effort, le fait que ce soit tellement dur au niveau brûlure musculaire, effort intense, qui fait que ça reste très difficile, quoi. Mais c'est sûr que c'est des temps d'effort auxquels j'étais moins habitué, parce qu'avant de faire mes aérocs, je préférais partir sur 10-15 heures d'effort en montagne plutôt que des efforts courts. Par période dans l'année, je préparais un semi ou un 10 km parce que je suis à Lille et puis que j'ai pas l'occasion de faire des trails avec du dénivelé l'hiver et puis que c'est un moyen de gagner en vitesse et de progresser. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'intensité de l'effort sur l'Aerox qui était plus challengeante, quoi. Et j'ai vu que, alors pour que les gens puissent te situer, j'ai regardé un peu tes résultats. Donc, tu as fait ton premier Aerox en 1h09:32 en pro, Ouais, c'est ça. si je me trompe pas. Et ensuite, là, tu as fait dernièrement ton record personnel en 58 minutes 40, ce qui est extrêmement solide. Et pour toi, quels ont été les axes d'amélioration quand tu t'y es mis? Sur quoi tu t'es dit, ah, là, il faut que je travaille, alors, je pense le haut du corps, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé quand tu as fait ton premier Aerox? Déjà, quand j'ai fait mon premier Aerox, ça avait pas l'engouement que ça a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de salles de sport. Déjà, quand je l'ai fait, on parlait très peu d'Aerox. Dans la salle où je travaille, on voyait personne s'entraîner pour l'Aerox, tu vois. Donc, la salle où était pas aménagée, il n'y avait pas de ski erg là où je m'entraînais. On n'avait pas de sled non plus. Enfin, il n'y avait pas de zone pour pousser ou tirer le sled. On n'avait pas de corde. Donc, je suis allé sur mon premier Aerox. J'avais jamais tiré le sled à la corde. Je le tirais mes bras tendus en reculant, tu vois. Je le poussais, mais sur une surface qui était pas un tapis, tu vois. C'était comme un carrelage, donc c'était pas compliqué. Et on va dire, mais que sur le sled push, moi ça, puis en plus c'est avant que les nouveaux tapis arrivent, donc ça glissait un peu mieux, on va dire. Et le fait d'avoir fait énormément de courses avec beaucoup de dénivelé, d'aimer faire du trail dans de la pente très raide, moi c'est le 30-40% de pente que je préfère, tu vois, là où tu dois vraiment pousser sur tes jambes. Donc sans jamais avoir fait de sled push, sur mon premier ou deuxième Aerox, je faisais en 2 minutes 10, tu vois, donc sans être cramé derrière. Donc par le fait d'avoir fait aussi beaucoup de vélo, fait que j'ai pas du tout été en difficulté sur le sled push sans en avoir fait. Là où j'étais très en difficulté, c'est le sled pull. Là, par contre, sur mon premier, il faudrait que j'ai mis 6 ou 8 minutes à faire sur le sled pull à mon premier Aerox. C'est là où j'ai perdu le plus de temps. Parce que j'en avais fait, parce que j'avais pas la bonne technique. C'est là que tu vois, la technique sur le pull, elle va être très importante pour t'économiser et puis avoir un bon mouvement. Et, euh, et donc, la marge de progression, elle a été surtout là, le fait de faire du sled pull, d'avoir une meilleure technique sur le pull. Après, des mouvements comme les burpees, j'en faisais quand même de temps en temps. Donc, c'est pas un mouvement où j'étais trop en difficulté, les fentes non plus. Là où j'ai bien progressé aussi, c'est sur les wall balls. Le fait aussi d'avoir une meilleure technique, d'avoir une meilleure économie dans le mouvement, ça t'aide. Et sur les ergos aussi, le ski erg, on n'en avait pas à la salle, j'en faisais jamais. Le rameur, j'aimais pas ça. Je suis arrivé à mon premier Aerox sans avoir fait du tout de ski ni de rameur. Donc ça a été une marge de progression sur les ergos, le sled pull. Et puis avoir cette capacité de courir sous fatigue, même si je l'avais un petit peu avec le trail, c'est vrai que le faire après les ateliers, c'est encore différent, quoi. C'est vrai que t'as clairement tout résumé et quand je regarde les stats de ta première course, c'est parlant, hein. C'est le ski et le rameur
les deux plus gros points faibles. Je trouve ça quand même impressionnant avec une course en 31 minutes. Enfin, maintenant, c'est sûr que c'est devenu un temps, on va dire, qui est accessible, mais faire moins d'une heure 10, c'est quand même costaud, hein. Et aujourd'hui, c'est sur quoi tu passes le plus de temps pour améliorer tes capacités et pour améliorer ton chrono sur Aerox. Je marche pas mal par période. Tu vois, là, j'ai eu une période cet été où j'ai mis un peu l'Aerox de côté. J'ai refait un petit peu d'ultra trail. J'ai fait un 110 km dans le Val d'Aoste en Italie en septembre. Donc j'ai préparé ça. Et après, j'ai fait plutôt des courses sur route. Donc j'ai fait 10 km, 5 km où je me suis focalisé sur le fait de vraiment m'améliorer plus sur le run et sur la course, parce que même si je suis coureur de base, c'est des choses que j'aimais moins. Donc tu vois, je préférais faire de l'endurance, aller sur les terrils, faire du dénivelé plutôt que de mettre de l'intensité en course à plat. Donc on va dire que j'ai repris une bonne base de vitesse en faisant des. J'ai fait un 10 km en 33-50, quelque chose comme ça au mois de fin octobre, début novembre. Donc ça m'a bien aidé pour l'aérox derrière. J'ai travaillé les stations aussi de manière isolée. Je me suis mis à faire un petit peu plus d'ergo, un peu plus de wall ball, un petit peu aussi de renforcement des épaules avec des thrusters, des développés épaules pour gagner un petit peu sur les wall ball. Mais j'ai pas tant fait que ça de musculation. À vrai dire, je fais pas du tout de force max en fait. Je saurais même pas de te donner mes max, que ce soit en squat ou en deadlift, parce que j'en fais jamais. Après, je dis pas qu'il faut en faire, hein. Je pense que même au niveau scientifique, c'est avéré que ça améliore même pour le coureur l'économie de course et on serait même plus performant à la course, pas seulement sur les stations. Mais on va dire que quitte à faire des choix, tu vois, je préfère programmer des trails, travailler sur ma vitesse sur piste et après faire du compromise run, transférer ce travail de vitesse, progresser en vitesse, derrière sur du compromise run. Donc on va dire que je fais en amont de la compétition plutôt une première phase où je vais vraiment travailler la vitesse pure sans faire de compromise run, travailler les ateliers de manière isolée où je vais enchaîner burpees, fente wall ball ou ski air, fente et sled. Et après, arrivé un mois et demi avant la compétition, bah là, je commence à transférer avec plus de compromise run entre la course plus les ateliers, quoi. Et t'as parlé de 10 kilomètres. J'ai vu passer en story que tu faisais un ce week-end. Est-ce que t'as un temps de référence ou un objectif de temps ce week-end sur ton 10 kilomètres? Ouais, bah j'espère passer sous les 33 minutes. Ça va se jouer à peu de choses. C'est l'objectif. Bah, j'avais été capable, comme je disais, de faire 33-50 au mois de novembre. Là, je pense que j'ai progressé. Donc, mon record, c'est 33-25, mais ça date de 2020. Je l'avais fait en 2020 avant Covid. Donc, j'étais plus léger déjà. Je faisais 3 kilos de moins. Là, le fait de m'être mis à l'aérox, bah, j'ai pris un petit peu de poids en haut du corps. Donc, et aussi dans les jambes, donc c'est pas optimal pour courir vite, mais du coup, ouais, ça serait de faire passer, me rapprocher des 33,00, voire de passer en dessous, quoi. Ah, c'est incroyable parce que j'avais fait la prom classique là dernièrement et il y avait, je crois que dans ceux qui font de l'Aerox, il y avait que Quentin Garel qui avait fait 32-40. Donc ça Ouais. reste, ça veut dire que tu te rapproches au niveau du run des meilleurs. Et est-ce que t'as pour objectif de vraiment batailler pour être dans les meilleurs sur Aerox ou c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment à fond dans le truc ou est-ce que tu vas garder cette diversité d'aller de temps en temps toucher autre chose Bah, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une question aussi que moi je me pose actuellement depuis quelques mois. C'est vrai que le trail, maintenant, je l'ai mis plus sur le côté aventure, même si je m'entraîne à faire du dénivelé pour pouvoir faire des longues. Parce que c'est pas en faisant de l'Irox que tu es capable d'aller courir 100 km sur les chemins. Donc je suis obligé de m'entraîner un petit peu pour faire du dénivelé, mais l'aspect, on va dire, plus performance, je le mets un petit peu plus dans l'Irox. Notamment en faisant des entraînements d'intensité un petit peu plus sur l'Irox, que ce soit en course à pied ou sur les stations. Après, le truc de l'Aerox, c'est que ça a un coût. Moi, j'ai un unique sponsor Nutrimuscle qui me permet d'avoir des compléments, mais après, pour le reste, c'est que de l'autofinancement. Donc, comme beaucoup, hein, comme tout le monde quasiment. Donc j'ai pas de différence par rapport aux autres, mais tu vois, pas payer un billet Aerox à 130, 140 euros pour faire 58 minutes, une heure d'effort.
je préfère, entre guillemets, par moment dans l'année, mettre mon argent pour faire le 15 heures d'effort dans les chemins. Tu vois, si on devait faire l'équivalent, tu vois, sachant que les Aerox, tu as des super Aerox. Hein, j'ai fait celui de Paris-Grand Palais, c'était magnifique. Tu en as dans des stades maintenant à Varsovie ou à Cardiff qui donnent vraiment envie d'y aller. Je fais celui de Berlin aussi au mois de mai. Donc c'est vrai que tu as des endroits qui sont remarquables et qui donnent vraiment envie d'y aller. Mais après, quitte à choisir, par moment dans l'année, je préfère garder cette diversité. Déjà pour l'entraînement, moi, l'été, ça me permet de voir d'autres choses, de garder aussi sur le long terme de l'envie pour faire ça le plus longtemps possible. La variété, je pense que c'est indispensable pour prévenir des blessures et puis aussi pour garder la motivation et se challenger par période. Après, si les choses changent, que j'ai des partenaires qui me permettent de financer des billets, des déplacements ou d'avoir un petit peu plus de soutien là-dessus, la question se posera plus et puis peut-être que je me mettrai à faire que ça pour performer au mieux parce que d'un autre côté, ça me coûterait moins d'argent, j'aurai un petit peu plus de soutien et ça me donnera entre guillemets envie de m'investir à 100% et d'enlever un petit peu de tous les à côté avec l'ultra trail, quoi. Et là, tu es qualifié au championnat du monde Ouais, à Stockholm. ouais, c'est Et ça. Je suis qualifié tu... en solo. Je me suis qualifié à Gand en solo au mois de décembre. Et je le fais aussi en double mixte avec ma compagne. Et tu t'es fixé un objectif en solo ou pas du tout? Ça Ouaf, va être d'essayer de chercher non, le meilleur chrono possible. non, bah, de faire le meilleur chrono possible parce que bah, c'est comme un petit peu en ultra trail. Hein, si on se focalise sur les autres et sur une place à faire, c'est le meilleur moyen de passer à côté ou de se mettre la pression ou de rater sa course. Donc non, je vais donner le meilleur possible. Là, je fais un ultra trail à Madère, un 110 km fin avril. Donc moi, ce qui m'a plu là aussi, c'est de varier beaucoup les choses. C'est que là, je vais essayer d'être le performant le plus possible et de passer en 33 minutes le 10 km, tout en ayant du travail de dénivelé, parce que je dois être capable de faire 7000 mètres de dénivelé positif et puis négatif en descendant. À Madère, je fais l'ultra de Madère, c'est un 110 km avec 7300 de dénivelé fin avril là. Donc ça, c'est mon focus, on va dire, depuis un mois et demi jusque fin avril. Et à partir d'avril, là, je me remettrai 100% à l'Aerox. Je fais Lyon et Berlin fin mai. Et puis ensuite les mondiaux à Stockholm. Donc moi, ce qui m'intéressait là au-dessus, là aussi, c'est de voir comment le corps réagit par le fait d'être capable de faire un ultra trail et puis d'enchaîner, je sais plus s'il y a 3 ou 4 semaines après jusque Lyon. Donc voir si j'ai pas trop perdu et que je suis capable de toujours faire 58 minutes, voire mieux, en ayant fait cet ultra trail un mois avant. Et puis après de préparer ça 100% fin mai début juin pour faire le mieux possible à Stockholm, quoi. Mais on va dire que je prendrai ça au jour le jour. Je vais me préparer à fond, mais sans avoir d'objectif de place ou de chrono particulier, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. On a pas mal parlé d'ultra trail. Est-ce que tu peux nous donner une semaine type d'entraînement pour toi en mixant justement tes sorties trail et ta prépa Aerox? Donc là, si on parle de ces dernières semaines, en plus, là, avant de faire Madère, 6 jours avant, je fais en duo à Rotterdam, en duo pro pour essayer de me qualifier avec un pote à moi, Kevin. Donc 6 jours avant l'Ultra de Madère, je vais faire ça. Donc on va dire que je pense que là, le fait d'être bien préparé pour le 10 km, bah, j'ai fait des séances sur piste et à place. Et c'était enchaîner des 800 mètres, des 400 mètres. Euh, ouais, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait le marathon de Barcelone en 2h45 il y a 2 semaines maintenant. Donc il a fallu aussi mixer Ah ouais, avec, c'est solide. ouais, il a fallu aussi mixer avec le marathon que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc tu vois, c'est le fait que tu me demandes une séance type, bah là au jour d'aujourd'hui, ma semaine type d'il y a 3 semaines, c'est pas du tout la même que maintenant. Donc et puis ça sera pas du tout la même que dans 3 semaines. Donc moi c'est ce que j'aime aussi dans le sport et en ce moment, c'est de faire plein de choses différentes, mais de manière intelligente, on va dire. Donc avant le marathon, bah, je travaillais beaucoup les allures marathon sur des blocs de 5 km. J'ai pas fait énormément de sorties longues pour le marathon. La sortie le plus longue, c'est une semaine avant le marathon. J'ai fait un semi-marathon.
Ça a été ma sortie la plus longue pendant la prépa en termes de kilomètres à la suite. Mais j'étais plutôt partisan d'ajouter pas mal de volume kilométrique à la semaine, jour après jour. Tu vois, je faisais à peu près entre 60 et 70 kilomètres par semaine, mais sans faire forcément de sorties longues pour pouvoir garder du qualitatif. Donc, je faisais des blocs autour de 5 kilomètres à allure marathon plusieurs fois dans la semaine, tout en faisant des 800 mètres pour préparer le 10 kilomètres, et donc à intensité 10 kilomètres. Et j'ai commencé à mettre plus de dénivelé, et j'ai entretenu aussi le dénivelé avec une sortie tous les 10 jours à peu près, euh, avant le marathon. Parce qu'il faut savoir que ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que moi, si je fais pas de dénivelé négatif pendant 3 semaines et que je vais refaire du dénivelé négatif, ben, je marche pas pendant 5 jours. Parce que les descentes viennent vraiment me fracasser les quadrilles, et j'ai des grosses courbatures. Donc je suis obligé d'entretenir, j'ai été obligé avant Barcelone d'entretenir en faisant du dénivelé négatif, une fois par semaine ou une fois tous les 10-15 jours, pour ça. Mais là, depuis que le marathon est passé, j'ai arrêté tout ce qui est travail à allure marathon. Je suis passé à uniquement de l'allure, allure 10 km, et puis du dénivelé où je fais des sorties de 800 mètres à 1400 mètres de dénivelé sur les terrils, là, à côté de Lille. Donc c'est une bosse qui fait 100 mètres de dénivelé, et puis je la fais entre 8 et 15 fois sur la même séance, quoi, avec des pentes très raides. Donc tu vois, hier, sur 10 km, j'ai accumulé 1400 mètres de dénivelé. Donc c'est une pente à Ah ouais, c'est pas 20-30%. mal. Ouais, ouais, c'est ça qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas de longue descente, on n'a pas de longue montée, mais en peu de temps, tu vois, en 1 heure et demie, j'avais fait 1400 mètres de dénivelé. Donc ça permet de bien forger les cuisses et d'être costaud dans les descentes. Et puis là, bah, c'était ma dernière sortie dénivelée hier. J'ai fait 2400 mètres de dénivelé sur la journée. Je suis allé faire 1400 le matin et 1000 mètres de dénivelé l'après-midi. Et comme je disais, au niveau des quadris, ça laisse pas mal de traces. Donc j'arrête ça jusque samedi. Je vais me refaire une petite séance de vitesse de allure 10 km demain. Et les stations, je les ai un petit peu entretenues en faisant un conditioning de 30-40 minutes une fois dans la semaine, où j'essaie de cumuler un petit peu toutes les stations pour entretenir. Sur le run pour l'Aerox de Rotterdam, ça va aller. Avec ce que j'ai, avec la prépa 10 km, je me fais pas de soucis. Mais j'ai voulu entretenir avec une petite séance Aerox comme ça, une fois tous les une semaine ou 10 jours, quoi. Ok, je vois, donc c'est vraiment des semaines assez variées et qui peuvent changer selon l'objectif. Ouais, Et à côté de ça, comme je suis coach sportif, bah, je donne 3 cours de vélo dans la semaine, là où je travaille. Donc selon aussi la journée d'entraînement et le volume et l'intensité que je peux mettre, souvent là ces derniers temps, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à rester à basse intensité, à pas trop faire monter les watts, parce que bon, au bout d'un moment, sinon tu fais exploser, hein. Si tu fais que de la haute intensité, c'est sûr que sur le vélo, il y a moins de risques, parce qu'il y a pas les impacts, donc tu risques moins de te ah, il n'y a pas blesser. de choc. Mais en termes nerveux, là, j'étais plus trop capable ces dernières semaines de mettre aussi les intensités. Donc, on va dire que ma basse intensité, elle était plus sur les cours de vélo que je donnais. Et de temps en temps, ça m'arrivait là, quand il faisait plus beau, de me déplacer à vélo. Donc de faire la basse intensité sur le vélo, et avec un ou deux petits runs en endurance à côté. Puis les séances de qualité, comme je t'ai dit, avec un peu de dénivelé, et puis les allures 10 km, quoi. Et toi, t'es pas trop fan du travail sur skiag et sur hammer comme certains trailers peuvent faire, comme qui justement se retrouvent dans ce travail d'endurance, de faire des blocs sur ski, sur hammer. Toi, non, c'est vraiment pour l'entretien et occasionnellement. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose comme tu l'avais identifié, on l'avait vu, c'est que ça a été mes grands axes de progression au début que j'ai commencé à l'Aerox. Donc c'est vrai que ceux qui aiment vraiment bien faire du rameur et du ski, c'est intéressant, parce que je trouve que la partie plaisir que tu prends à t'entraîner, elle est aussi à prendre en considération. Il vaut mieux un entraînement, on va dire, moins bien structuré, mais auquel tu adhères et auquel tu prends du plaisir, plutôt que le meilleur entraînement du monde structuré, mais si les séances que tu fais, tu prends pas de plaisir, t'as pas envie de les faire, pour moi, c'est pas efficace. Donc pour ceux qui adorent le ski, le rameur, bah, c'est une très bonne chose. Bah, j'ai acheté un rameur, moi justement, je l'ai reçu il y a quelques jours, donc je vais en faire plus cet été-là. Parce que
trouve que j'ai bien progressé au rameur sans en faire beaucoup. Tu vois, là, je suis passé sous les 4 minutes sur mes deux derniers Aerox à Gand et Amsterdam. Sans en faire énormément, tu vois, c'est un mouvement où je prends de plus en plus de plaisir à en faire. Donc du coup, je vais en faire un petit peu plus. Mais après, c'est comme je te disais, c'est des choix à faire. Avec les cours de vélo que je donne, avec le dénivelé que j'ai à faire, plutôt à basse intensité, avec l'allure 10 km, l'allure marathon, bah, au bout d'un moment, on peut pas tout faire, mais je pense que oui, c'est travailler, que ce soit à basse intensité ou au seuil de l'intervalle sur le rameur, le ski, c'est une bonne chose. Hein. Les gens que je coach, je leur donne ça aussi à faire. Et si j'avais un petit peu plus de temps ou de jours, si j'avais moins de choses à côté avec d'autres entraînements, j'en ferais un petit peu plus. Ouais. Ça, c'est étonnant parce que j'ai regardé sur ta course d'Amsterdam, t'es 14e sur le rameur, et je regardais à Gand, t'es 5e. Et Ouais. ça, sans forcément le travailler, et c'est marrant parce que au début, quand les gens ils ont commencé à parler de programmation Aerox, on avait l'impression il fallait en faire beaucoup pour pouvoir performer. Même à l'heure actuelle, parfois on regarde, c'est un peu le culte du plus je vais en faire et plus meilleur je vais être. Et les résultats démontrent que c'est pas forcément vrai. Et c'est pour ça que je voulais en discuter un peu avec toi. On a les profils un peu comme toi qui prônent vraiment la partie plaisir et entraînement intelligent sans en faire forcément beaucoup et qui performent. Ouais, bah Donc c'est assez. comme je disais, c'est assez individuel. Hein. Comme tu vois, t'en as qui, chez les élites, qui peuvent s'entraîner 20 heures, t'en as qui ont une vie de famille ou un boulot à côté, comme Julien, là, qui a fait le meilleur temps français, là, ce week-end à Malines, en Ouais. Belgique, qui s'entraîne beaucoup moins, parce qu'il y a tous les à côté. Je pense que ça dépend beaucoup aussi de ce que tu as travaillé avant, tes antécédents. Julien, il a fait du décathlon, si je dis pas de bêtises. Donc, le fait d'avoir eu déjà un gros, puis après, il a fait un marathon de Valence, il me semble, enfin, d'autres choses, qui fait que si tu as accumulé beaucoup de volume les années d'avant, en fait, tu as besoin de moins de volume pour développer des qualités. Tu vois, le fait, moi aussi, d'avoir enchaîné des semaines par moment à 15-20 heures pour préparer des ultra-trails, fait qu'au niveau aérobie, j'ai peut-être pour arriver à un niveau donné, peut-être moins besoin d'en faire que d'autres. Si j'en faisais plus, parce que c'est risque de te blesser, de mettre moins de qualité, d'avoir une fatigue nerveuse. Donc je pense que c'est à considérer par rapport au mode de vie de la personne, au risque qu'elle a de se fatiguer, de se blesser. Donc je pense que de ce côté-là, ouais, c'est vraiment de manière individuelle, quoi. Après, par période aussi, on peut par période faire plus de volume avec moins d'intensité. Là, par exemple, au beau jour, en faisant des sorties vélo de 3 à 4 heures, mais c'est toujours au détriment de quelque chose d'autre. Quoi. Tu peux pas mettre tous les curseurs à droite, que ce soit le volume, l'intensité, la muscu. Donc je pense qu'il faut faire par période et puis selon d'où on vient, les qualités qu'on a à développer, c'est comme le dit pas mal sur Upstyle Strength, c'est un podcast, la meilleure des séances, c'est celle que tu n'as Mm. jamais fait. Donc, au bout d'un moment, si tu as toujours le même raisonnement, les mêmes séances, le corps est habitué et il n'y a plus le stimuli pour progresser, quoi. J'ai vu que tu avais participé au championnat du monde à Chicago. Est-ce que tu peux nous raconter ces championnats et ce que tu en as pensé Les championnats du monde à Chicago, c'est un bon souvenir, même si moi, pour ma course, ça s'est moyennement passé. J'ai fait 1h03, il me semble, alors que j'avais fait 1h00 à Paris. Donc j'avais fait moins bien et puis je pensais faire mieux, j'étais mieux en forme, mais on va dire que je suis arrivé, c'est pas le décalage horaire non plus parce que je suis arrivé 5-6 jours avant la course, donc j'ai eu le temps de m'acclimater au décalage horaire, tout ça. Mais on y allait avec ma compagne et puis on a profité un petit peu les jours d'avant en étant sérieux quand même, mais on a fait une sortie de 15 ou 20 bornes 4-5 jours avant, donc j'ai pas du tout été dans une salle. J'avais hésité pendant un moment à regarder si je pouvais aller m'entraîner dans une salle pour refaire un peu de station, mais chose que j'ai pas faite. Donc j'étais un petit peu moins bon sur les stations du fait de pas en avoir fait pendant une semaine en étant arrivé. J'avais remis un petit peu de l'intensité, de la qualité entre les visites un peu de la ville. Donc on va dire que j'ai été sérieux
quand même au niveau du sommeil, de la récupération. Par exemple, la veille de la course, on est resté à l'hôtel, on n'a pas visité, on n'a pas bougé. Donc, j'avais mis un maximum de choses en place pour que ça se passe bien. Mais le fait de ne pas avoir du tout fait de station pendant une semaine les jours d'avant, d'avoir profité un petit peu de visiter quelques jours avant, ça n'a pas été l'idéal pour faire la meilleure performance possible, quoi. Donc, puis j'avais fait aussi un marathon début mai à Genève qui s'était moyennement passé. Il avait fait chaud. J'étais moins bien préparé, donc j'étais parti pareil comme là pour Barcelone faire 2h45. Et très vite, j'ai vu que ça allait pas le faire, donc au niveau de l'allure. Donc j'ai mis 3h09, j'ai vraiment explosé. Ça a été vraiment une longue course difficile qui m'a pas mal fatigué, donc j'ai eu du mal à m'en remettre un mois avant. Donc on va dire que le mois avant, ça n'a pas été optimal et les jours d'avant, ça aurait pu être mieux. Donc, mais sinon, d'un point de vue organisation, mais j'ai adoré hein, le fait de se regrouper avec toute la Team France, de voir aussi tous les gens du monde entier, la cérémonie, les élites 15. Enfin, c'était vraiment un beau voyage et un bel événement, quoi. Est-ce que toi, quand tu fais tes aérocs, tu te fais des semaines de décharge où t'y vas comme ça, sans adapter Non, le je fais quand planning même, d'entraînement? ouais, je fais quand même des semaines de décharge. Parce que tu vois, même dans ma manière de m'entraîner, tu vois, la théorie et le truc classique, c'est de faire 3 grosses semaines, une semaine de récup. Enfin, tu vois, moi, j'ai moins ces choses-là. Tu vois, au jour le jour, si je me sens fatigué des entraînements ou des à côté de la vie, avec un moins bon sommeil ou d'autres raisons, je vais adapter plus au jour le jour si je me sens fatigué d'en faire un peu moins ou de me reposer. Et tu vois, je suis pas à la lettre au jour le jour un plan d'entraînement. Tu vois, je sais que là, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, j'avais un trail à préparer, donc j'avais des sorties dénivelées, j'avais un 10 km, mais tu vois, au jour le jour, si selon des fois la météo, selon mon planning de la vie professionnelle, mes envies et selon si je me sens en forme de faire des séances dures, bah, je vais les adapter au jour le jour, mais je vais jamais forcément me dire au début de la semaine, bah, le mercredi après-midi, ça sera 10 fois 800. Ça peut être 8 fois 800 le lendemain parce que je suis moins en forme. Enfin, tu vois, j'adapte quand même pas mal. Et c'est vrai que j'ai dérivé. Le début de ta question, c'était. Est-ce que tu faisais des semaines Ah ouais, de décharge? et Mais du coup, moi, ça voilà, permet de voir. c'est ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est que je me sers des compétitions pour justement faire le taper, l'affûtage pour avoir ces phases de récup, tu vois. Donc, dans l'entraînement, je vais garder une charge à peu près identique de semaine en semaine sans forcément avoir une semaine de décharge. Et je programme des compétitions qui vont me servir, entre guillemets, dans l'entraînement comme une semaine de décharge pour récupérer des entraînements à la fois et puis pour pouvoir être frais sur la compétition et puis faire le meilleur temps possible, quoi. Ok, donc toi, t'es vraiment un amateur du volume. De toute façon, de par les sports que tu pratiques, l'accent va surtout être mis là-dessus. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as une évolution qui a quand même été assez rapide en aérox. T'es vite passé sous les 1 heure et t'as vite progressé. Et donc là, ta prochaine tentative, c'est essayer de choper une qualif en double mix. Ouais. Et avec le système de points et de classement Aerox qui a changé, est-ce que l'année prochaine, t'envisages, comme certains, de faire beaucoup plus de courses ou de vraiment te prêter au jeu, d'essayer d'avoir le plus haut ranking possible ou tu vas attendre d'avoir éventuellement des sponsors et ensuite voir si tu continues à fond là-dedans? Bah, c'est pareil, tu poses des bonnes questions. C'est vrai que moi, je vais avoir aussi du changement au niveau professionnel. Je vais plus travailler là où je travaille dans la salle, donc ça va me libérer un peu de temps aussi pour faire d'autres activités pro et faire encore plus d'accompagnement pour les gens que je suis, pour qui préparent des Irox, des trails aussi. Mais ça va me donner aussi du temps pour pouvoir mieux récupérer, m'entraîner un petit peu plus, d'être moins à la salle. Bah, tu vois, par exemple, là, ce soir, je finis à 22 heures. Je recommence le lendemain à 7 heures du matin, donc tu vois, il y a des enchaînements et de la fatigue qui se crée. Donc le fait d'avoir peut-être des horaires qui vont être optimisés, ça va peut-être permettre aussi de progresser encore
avec les à côté, avec une meilleure récupération, un entraînement aussi encore plus intelligent, on va dire. Mais non, très honnêtement, le ranking, pour l'instant, le fait que ça ait changé, que ce soit plus le chrono, mais un système de points par rapport au classement, c'est pas quelque chose auquel j'ai prêté attention. Et là, je me suis pas dit, bah, je vais essayer de me qualifier ou de me rapprocher des élites 15, parce que c'est 5 courses, il me semble, en solo pour pouvoir être dans le classement. Donc ça fait beaucoup. Après, je sais pas si c'est sur une année complète. Donc tu vois, C'est ça, sur une saison, il me semble. ouais, sur une saison complète. Donc puis le niveau actuellement se développe tellement que il faut avoir des concessions à côté. Donc ça serait pour moi d'arrêter le trail à côté. Comme je dis, donc au premier abord, c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser d'essayer d'être le plus haut possible en ranking et de marquer des points. Mais comme je l'ai dit, si à un moment donné il y a des sponsors, que ça me coûte moins d'argent de faire des compétitions et que je peux en enchaîner plus que ça. Parce que là, la problématique que j'avais aussi en travaillant, c'était que je travaillais un samedi sur deux toute l'année. Donc, bah, pour les compétitions qui ont lieu bien souvent les week-ends où il faut se déplacer, bah, ça a posé des problèmes. Donc là, au premier abord, là, dans l'immédiat, non, c'est pas, je vais pas essayer de jouer les rankings et on verra par la suite s'il y a des moyens plus faciles pour pouvoir faire les courses et que ça coûte moins d'argent, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, Aerox, enfin, toi, tu t'es issu du milieu de l'ultra-trail, du milieu de la montagne. C'est un milieu qui est assez nature, un milieu qui est assez axé sur des valeurs, on va dire, un peu plus saines que ce qu'on peut retrouver sur Aerox. Aerox, aujourd'hui, est parfois moqué par certains qui estiment que c'est un sport pour les gens qui ont envie de se faire voir. Et toi, tu as lancé ta chaîne YouTube. Est-ce que, euh, est-ce qu'à un moment, quand tu t'es lancé dans l'aéro, tu t'es senti mal à l'aise par rapport aux caméras, aux photos, ou est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'assez positif? Non, 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 moi, j'ai pas du tout été mal à l'aise. Je pense que les deux, on peut trouver des similitudes entre l'Aerox et le trail, hein. Je l'avais dit tout à l'heure par rapport au fait que tu es obligé d'être dans l'instant présent, que tu dois être concentré sur ce que tu fais, que tu vois pas le temps passer pendant la course. Ça, c'est des similitudes. L'intensité de l'effort et l'engagement que tu dois avoir pour performer, c'est une similitude aussi, hein, en trail et en Irox. Et en course à pied, c'est aussi le cas, c'est que tu es obligé d'être. Moi qui viens des sports collectifs, j'ai fait du foot pendant 15 ans à haut niveau, je voulais en faire mon métier, je suis passé par les centres de formation. Et en fait, une fois que le match est fini, enfin même avant d'aller au match, tu montes dans le bus. Il y a un planning qui est fait par la Fédé au mois d'août, et puis tu sais que tel moment, au mois de septembre, au mois de mai, enfin toute l'année, tout est très cadré. Alors qu'en Aerox ou en trail, si tu t'investis pas toi-même dans ce que tu fais, à vouloir te renseigner sur quelle course tu vas faire, un peu de logistique sur comment y aller, comment tu vas dormir, etc., ton logement. Donc ça, c'est une similitude aussi qu'il y a avec le trail, c'est que tu es obligé d'être. Il y en a qui vont peut-être le faire à Acteur, moitié, on enfin, va tu vois. dire. C'est pas ma manière de voir les choses. C'est vrai que c'est paradoxal dans le sens où en Irox, c'est devenu tellement populaire et il y a des dizaines, quinzaines de milliers de personnes qui le font par week-end. Donc, t'en as qui vont le faire plus comme ça, en suivant des copains ou de manière moins intense. Mais tu vois, moi, je m'y retrouve là-dedans à devoir réfléchir à la saison, comment agencer les courses. Donc il y a ce parallèle qui est fait. Après ta question par rapport aux vidéos, non, c'est que moi j'ai toujours aimé aussi de temps en temps faire un petit peu de contenu, que ce soit pour le trail quand j'ai des choses à dire. Après, c'est le monde qui évolue aussi avec Instagram, les réseaux sociaux, l'ultra visibilité. C'est que si on veut jouer le jeu, avoir un petit peu de soutien des partenaires, bah il faut publier tous les jours, il faut se montrer. Après, moi, c'est de nature, j'ai pas une personnalité à me mettre en avant forcément. Tu vois, comme là, on est dans un échange et on n'a jamais parlé avant aujourd'hui. Donc, tu vois, au premier abord, ça pourrait Mm, mm. paraître bizarre de se dire qu'on s'est jamais parlé de notre vie en vrai. Et puis là, on fait un échange. Ça fait combien de temps? Quasiment 1 heure, tu vois. Donc, moi, je suis très, très dans le partage, dans l'ouverture d'esprit et le fait de partager tout ça. Donc, avec l'Irox, si je veux avoir des partenaires, il faut publier des choses tous les jours sur des fois des choses qui, pour moi, ont un peu moins de sens
Mais il faut s'y prêter et faire du contenu, c'est quelque chose auquel moi je vais essayer d'en faire un petit peu plus, que ce soit pour le trail ou l'Irox. Dès que j'estime avoir des choses intéressantes à dire, je le ferai, quoi. Après, de toute façon, comme tu as dit, on a tous les deux connu un peu l'environnement trail pendant quelques années. Donc, même mon trail, ils s'y sont mis assez vite. Et ils ont vite compris le truc, hein. Quand on regardait les lives trail sur Facebook, par exemple, sur Trail Endurance Mag, quand on voit comment ça a évolué, on va dire que pour tout athlète qui est un peu intelligent, les réseaux sociaux font partie du truc et faut savoir utiliser à bon escient. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que toi, tu abordes les choses, mais toujours intelligemment, mais avec légèreté. C'est-à-dire, t'es pas dans ce dogme du il faut s'enfermer dans le spectre du mec, un peu le Batman qui s'enferme dans une cave, qui parle pas, qui dit rien. Toi, t'es là, tu t'annonces des choses, t'exposes des faits, tu réfléchis, et derrière tu vas, tu fais des belles performances, et ça, toujours avec le smile et sans trop te prendre la tête, donc c'est assez intéressant, je trouve. Ouais, bah, je pense que tu as bien résumé les choses. Moi, c'est peut-être aussi ce qui fait que tu m'as posé la question juste avant sur le fait de vouloir jouer le ranking, me rapprocher des élites 15, même si mon niveau pour l'instant est très loin de ça. Mais moi, c'est pas ma priorité. Comme tu l'évoques, moi, ma priorité via le sport, c'est de sentir un accomplissement. C'est pour ça aussi que je suis pas de programme à la lettre au jour le jour. C'est que je mets la pratique sur un long terme et le fait de prendre du plaisir. Enfin, la notion de plaisir, elle est aussi un peu ambiguë. J'aime pas toujours dire évoquer le plaisir, mais plutôt l'accomplissement. C'est que il y a des entraînements qui sont durs. Si on doit dire les choses, pour arriver à 58 minutes à un Irox ou faire un ultra trail de 30 heures, c'est pas en te faisant plaisir tous les jours. Quand tu es au milieu de la montagne, au bout de 20 heures, que tu fais une hypoglycémie, que t'as pas dormi depuis 30 heures, c'est pas pour te faire plaisir, c'est que il trouve une sorte d'accomplissement et que tu aimes faire ça. Mais, mais je trouve, mais tu vois, c'est souvent cet exemple que je donne là aussi, c'est que j'ai jamais été déçu à une arrivée de course. Même si tu vois, là je te dis, j'espère faire 33 minutes aux 10 km de Lille dans 4 jours. Bah, si je fais 34 minutes, je suis sûr et certain qu'en franchissant la ligne d'arrivée, en franchissant la ligne d'arrivée, je ne serai pas déçu parce que mon objectif, il est avant tout de me challenger, de voir si ça va passer en faisant tel entraînement, de combiner de l'ultra trail, de l'Irox. Enfin, tu vois, mon accomplissement, il va être plus dans le processus et dans le fait de découvrir des choses sur moi, sur l'entraînement et de me faire évoluer. Et oui, si le chrono, si je fais 33 minutes, voire moins, je serai très content. Mais si ça marche pas, je ne serai pas déçu parce que la priorité ultime, c'est pas le résultat, c'est pas le chrono, c'est vraiment tout ce qu'il y a en amont et comme tu dis, la réflexion et jamais sans se prendre la tête. Et en fait, ça sera jamais la dernière course. Après le 10 km de Lille, bah, 3 semaines après, il y a une autre course et jusqu'à l'infini. Enfin, je veux dire, c'est jamais une fin en soi, quoi. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que tu as des athlètes français ou non, mais sur Aerox qui t'ont inspiré et que tu suis au quotidien pour t'inspirer en termes d'entraînement ou en termes d'optimisation, on va dire. Bah, que j'admire, bah, je l'avais évoqué tout à l'heure, plus pour les à côté, bah, la performance aussi, mais Julien là qui vient de faire 54 minutes le record du monde à l'Aerox, la performance est incroyable, mais quand tu vois qu'il bosse à côté, qu'il a une vie de famille, enfin, et puis qu'il est pas là depuis très longtemps, tu vois, il a fait son premier Aerox, bah, j'aurais pu faire un podium avec lui en catégorie d'âge, il avait fini deuxième ou troisième, mais malheureusement, au moment du podium, j'étais au McDonald's, j'avais suivi un petit peu les autres, donc je n'avais pas pu être sur le podium. C'est une petite anecdote, mais il fait partie d'un des rares qui est passé sous l'heure dès son premier Aerox. Donc déjà ça c'était fou. Et puis réussir. Et puis quand tu regardes l'évolution de son chrono, il a toujours battu son temps. Il doit avoir fait 6 ou 7 courses là. Et à chaque fois, il a battu son temps. Donc ça, je trouve ça admirable d'avoir une longévité, une intelligence dans les courses qu'il fait à progresser à chaque fois avec le cadre de vie à côté, tu vois.
Après, forcément, C'est vrai que avec le contenu YouTube, il y a Jack Dearden que j'aime bien un petit peu son contenu, même si je partage pas forcément tout le temps la philosophie là quand il parlait de son marathon qu'il préparait, que à Noël il était enfermé, il a pas profité des fêtes avec sa compagne qui subissait un petit peu ça, tu vois, c'est moins ma notion du sport. Après, je suis à des années-lumière de ça et son niveau il est tellement exceptionnel que forcément quand tu veux son objectif c'était de faire moins de 2h20 ou quelque chose au marathon, c'est tellement stratosphérique donc que je comprends le fait de devoir s'imposer ça pour le faire. Donc je suis à la fois admiratif qu'il soit capable de s'imposer de ça, mais je trouve ça aussi un peu dommage et c'est moins ma philosophie du sport, mais le contenu qu'il propose et la motivation qu'il donne à s'entraîner, c'est vrai que il y a Jack Dearden aussi, bah, il y a forcément Alan Kao par le contenu qu'il fait et sa mentalité aussi que j'aime bien aussi quoi. c'est vrai que tu as bien souligné que moi j'aime bien m'intéresser au profil un peu atypique pour ça. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois des gens qui sont pas forcément très forts, mais qui ont tout un environnement qui est fait pour qu'ils performent. Et à côté de ça, tu vas avoir des mecs comme Julien et toi qui vont pas avoir de partenaire, qui vont pas avoir d'horaire aménagé et qui malgré tout vont réaliser des performances très très solides. Donc moi je trouve ça vraiment beau et c'est en découvrant ces héros, si on peut dire, du quotidien qu'on trouve l'inspiration et que ça permet parfois de relativiser et puis de pousser à l'entraînement même quand les conditions sont pas favorables. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu pourrais nous rappeler tes réseaux sociaux pour ceux qui ont envie de te suivre et éventuellement s'il y a des partenaires qui ont envie de te contacter? Bah, moi sur Instagram c'est Max Fly Run, donc Max comme Max Fly comme voler et Run pour la course à pied, donc Max Fly Run sur Instagram. Et YouTube, bah, tu parlais de chaîne YouTube, après je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos, mais là pour l'instant il y en a que deux. J'avais pris un petit peu de contenu parce qu'il y a un film qui a été fait qui est disponible sur UpTrack, c'est une plateforme de téléchargement streaming un peu plus sport d'aventure, sport nature, où en 2024 j'avais fait l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc. Malheureusement, je suis pas allé au bout, j'ai abandonné au 115e kilomètre, mais j'avais fait aussi un ultra vélo de 500 km, mon premier Irox la même année, un mois avant à Cologne. Du coup, j'avais utilisé un petit peu les images qui avaient été faites par Elie et Adrien, qu'on fait le film, qui dure une quarantaine de minutes, qui est disponible sur la plateforme de streaming payante. Donc, j'avais utilisé un petit peu le contenu là, et comme il y avait les mondiaux à Chicago qui arrivaient, et j'arrivais à l'Irox de Tardam, enfin, du coup, ça m'était venu en tête de faire ça. Mais du coup, bah, c'est Max Flyrock sur YouTube. Pour l'instant, c'est pas énormément De toute façon, fourni, mais de toute façon, je mettrai tous les liens en description et puis on va dire tu travailles, je travaille aussi, je sais ce que c'est. Parfois on a envie de faire plein de ouais, choses, mais malheureusement les journées ne sont pas extensibles, donc on fait exactement. Il y a 24 heures pour comme tout le on monde. peut et si on veut vivre un petit peu à côté aussi, faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Mais franchement, en tout cas, c'est cool d'avoir pu discuter une bonne heure. Et on va suivre attentivement tes résultats sur les 10 kilomètres de Lille ce week-end et tes prochaines courses. Je pense que ça va être intéressant. Et est-ce que tu aurais voulu ajouter quelque chose ou nous dire quelque chose en plus Bah non, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'Irox, on est sur un sport qui est un petit peu plus, c'est un peu l'expression qui vient là, m'as-tu vu, ou de se montrer sur les réseaux, de courir torse nu. Enfin, c'est au premier abord aussi ce qu'on peut voir et la notion d'image, se donner une belle image avec l'Irox et tout, euh, elle est, euh, elle est quand même importante avec l'Irox. Mais je dirais que faites plutôt confiance et investissez-vous là. Plus sur le processus et le fait de prendre du plaisir au quotidien, de découvrir des choses sur vous, sur votre pratique, le fait de partager ça. Enfin, soyez plutôt orienté l'entraînement et le fait d'utiliser la compétition comme une récompense et un accomplissement, plutôt que de, entre guillemets, consommer la compétition en s'inscrivant à des courses
sans penser que, sans s'entraîner. Et c'est vrai que maintenant, il y a un petit peu la problématique, on le voit sur les billetteries, que ce soit dans n'importe quel sport, hein, les billetteries pour s'inscrire à une course Irox, tu es sur une file d'attente, il y a 40 000 personnes, et moi je connais des dizaines de personnes qui ont voulu s'inscrire à Grand Palais qui n'ont pas pu. Donc c'est bien, c'est très bien que le sport soit accessible et que tout le monde puisse faire du sport et peut participer à la fête. Donc ça c'est très bien, c'est un côté très positif. En trail, c'est pareil, maintenant pour s'inscrire, c'est des mois à l'avance et il y a de plus en plus de monde. Mais le revers de la médaille, l'inconvénient, c'est qu'il y en a qui vont faire des compétitions et qui vont des fois se servir de ça comme entraînement et qui vont pratiquer en compétition, mais en s'entraînant très peu à côté. Donc c'est ça que je trouve dommage, c'est de consommer la compétition et de ne pas prendre ça comme un privilège. C'est un peu un mot, un peu un grand mot, mais d'utiliser la compétition plus comme récompense que comme consommation de ça, quoi, et d'être plutôt orienté sur l'entraînement au jour le jour, le processus plutôt que le résultat, quoi. C'est un peu ma philosophie, puis si je peux ajouter ça. En tout cas, c'est très très cool. Max, merci beaucoup pour cette petite heure qui a été très instructive. Bah, Je Jean-Marie, pense que merci à toi, hein, c'était on un essaiera plaisir. de, Et on puis essaiera de se refaire j'espère qu'on se croisera sur une course, puis qu'on pourra vraiment parler pour la première fois de vive voix en vrai. sans problème. Normalement, moi, je serai au Grand Palais. Je Ouais, serai à Bologne sur week-end et on essaiera de. Enfin, de toute façon, il y a, comme tu as dit, hein, c'est un cycle éternel, c'est jamais fini. Donc, bah ouais. je pense que on sera amené à se voir assez vite. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi et c'est conforme à ce que j'avais pensé, hein, quelqu'un de très terre à terre, très réfléchi et hâte de voir ce que la suite de la saison va donner pour toi. Bah, merci à toi, Jean-Marie, d'aussi aller à la rencontre des personnes qui font de l'Aerox, hein, comme je t'avais dit, quand tu étais venu me parler sur Insta j'avais vu avec Alexis Bernier ce que tu faisais, donc c'est top de pouvoir apporter ça, de prendre du temps, prendre de ton temps pour partager tout ça et ce que tu fais, c'est top, il faut continuer. T'es qualifié à Stockholm, je te verrai là-bas ou Pour l'instant, non. On va essayer d'aller chercher la tu vas qualif au tenter Grand ça, Palais, ouais? mais au vu du changement des règles, ça va être Ouais, très c'est vrai chaud. que j'ai vu ça Mais aussi, ouais. on perd pas espoir. Ça rend les choses plus compliquées, ouais. Mais faut jamais perdre espoir, donc on va tout faire pour, en tout cas. Top. En tout cas, ça fait plaisir et à très bientôt. Salut, salut Jean-Marie.